Bonjour, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football. Et aujourd'hui, nous allons un petit peu rajeunir d'un an et quelques jours et revenir sur le changement de propriétaire des Girondins de Bordeaux. Rappelez-vous, c'était officiellement le mardi 6 novembre 2018. M6, après 19 ans à la tête du club, a cédé ses parts à des fonds d'investissement américains représentés par Joe Dagrosa de GACP. Alors pour retracer cette année et revenir sur les évolutions du club en structure et sur le terrain, j'accueille Nicolas Le Gardien, qui est spécialiste football à la rédaction de Sud-Ouest et qui suit les Girondins de l'équipe de France. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Frédéric Lahari, chef du service des sports. Bonjour Frédéric. Bonjour. Le Sud-Ouest Footcast saison 2, épisode 2, c'est parti. Alors, tout d'abord, on parle de GACP, General American Capital Partner, mais il faut rappeler la structure de l'actionnariat avec King Street qui est majoritaire. C'est important au niveau du tour de table. Disons que l'actionnariat est fait dans un système qui est assez courant aux États-Unis, c'est-à-dire avec un actionnaire manager, c'est-à-dire un actionnaire qui est chargé de mettre en place, pas au quotidien, mais quasiment en tout cas de gérer le fonctionnement de l'entreprise, et un actionnaire majoritaire, grâce à qui l'achat du club a pu se faire, un fonds d'investissement, et qui lui n'agit pas en tant que tel sur les décisions stratégiques, etc., mais a un droit de veto, a un regard forcément sur toutes les décisions qui sont prises, et aucune grosse décision, aucune grosse dépense ne peut être faite sans son accord. Donc en fait c'est une direction bicéphale, sachant que Joe Dagrosa avait donné l'information que dans l'accord entre GACP et King Street, malgré l'actionnariat majoritaire de King Street, que chaque décision que le poids de vote était de 50% de chaque côté. C'est-à-dire qu'aucune décision majeure ne peut être prise sans King Street, mais que GACP avait quand même un poids et pouvait aussi influencer les grosses décisions stratégiques. Comment ça se passe au quotidien? On a l'impression, vous le disiez, un côté bicéphale, il y a vraiment deux entités dans le club. Il y a plusieurs strates, c'est-à-dire que pour le quotidien du club, quelque part, pour les décisions au quotidien, il y a des dirigeants qui sont là, qui gèrent la gestion vraiment quotidienne. Après, quand effectivement il y a les décisions stratégiques, dont le mercato, effectivement, les investissements au mercato, les grandes dépenses sont faites, il faut qu'elles soient validées donc par les actionnaires. Donc effectivement, il y a plusieurs voies. Donc comme à chaque fois qu'il y a plusieurs voies, il peut y avoir des désaccords de stratégie, et forcément ça complique et ça rend moins linéaire le processus de décision. Sachant que voilà, le président délégué Frédéric Longuepée, qui est là au quotidien, fait vivre le club au quotidien, fait vivre les services au quotidien, applique un plan qu'il a imaginé avec les différents chefs de service sur 5 ans pour développer les revenus du club de la manière dont il imagine, qu'il a fait valider par les actionnaires. Donc lui il essaye d'appliquer ça, mais n'a pas la possibilité de prendre une grande décision de dépenses, d'investissement sans référencer forcément aux actionnaires, sachant que voilà, en plus GACP, la particularité c'est que GACP a des hommes sur place également, donc qui rapportent à GACP au quotidien les actions, ce qui se passe dans le club, et donc GACP peut avoir son mot à dire, non, là on n'est pas d'accord, là on n'est pas d'accord, sachant que GACP, pour les grandes décisions stratégiques, une nouvelle fois, ne peut pas les prendre sans l'accord également de King Street. Donc voilà, l'entité finalement entre GACP et King Street, on appelle ça le board, où on trouve donc Joe Dagrosa, Hugo Varela pour GACP, et donc les représentants de King Street. Frédéric, vous avez bien suivi la période des Girondins sous M6. Est-ce que ce mode de fonctionnement est réellement différent de ce qu'il y avait auparavant ? C'est différent, oui et non. Oui, parce que le président opérationnel, donc actuel, Frédéric Longuepée, a plus une vocation de président délégué, donc salarié, presque de directeur général amélioré, on va dire. Tandis qu'auparavant, c'était donc Jean-Louis Triot qui, lui, prenait des décisions, qui proposait des décisions qu'il faisait valider par M6. La voix du club était mieux identifiée. Il y avait Jean-Louis Triot, vraiment, qui était le visage et la voix du club, et un actionnaire, qui était M6. Et là où ça se ressemble, c'est dans la prise de décision qui est un peu double. C'est-à-dire qu'à l'époque, les dirigeants des Girondins devaient avoir l'accord de M6, donc de Nicolas de Taverneau.
pour prendre les grandes décisions, mercato, changement d'entraîneur. La différence, c'est qu'il y avait qu'un etc. actionnaire, là, il y en a deux. Il y en a deux. Mais il y avait quand même une décision qui se prenait ailleurs qu'à Bordeaux. Voilà. Et c'était pas d'ailleurs, déjà à l'époque, c'était pas l'idéal parce que des fois, ça retardait la prise de décision, il pouvait y avoir des désaccords. Mais c'était quand même plus identifiable, on va dire, enfin, vu de l'extérieur. Et il y a peut-être eu la parenthèse Stéphane Martin qui a un petit peu fait le lien entre les deux méthodes, puisque lui était également un président, pour le coup, salarié du club. Oui, il était président, il était un peu précurseur de ce qu'est Frédéric Longuepé, c'est-à-dire qu'il était président délégué, donc salarié. Jean-Louis Triot, à l'époque, était donc bénévole, ce qui avait ses avantages et ses inconvénients. Peut-être plus d'indépendance vis-à-vis des actionnaires, puisque c'était pas ses employeurs, mais aussi des inconvénients, parce que maintenant, le président délégué ou salarié a des objectifs qui sont bien précis et bien, voilà, qui peuvent, il est redevable de certains objectifs, et l'actionnaire peut lui demander des comptes à rendre bien précis, puisque c'est un employé. Alors justement, Nicolas, depuis 1 an, Frédéric Longuepé a mis pas mal de choses en place. Alors il s'exprime peu pour parler de son bilan. Est-ce qu'on peut un petit peu retracer les grandes lignes de ce qu'il a mis en place ? Disons qu'ils ont, avec lui, donc déjà la première chose, c'est qu'il a restructuré le club, puisque c'est lui qui finalement a piloté, donc toujours pareil, sous le contrôle entre guillemets de GACP et de King Street, c'est lui qui a piloté quand même la restructuration administrative du club, c'est-à-dire la modification des différents services, le recrutement de nouvelles personnes, le départ aussi, qui s'est pas toujours bien passé, de certains salariés du club. Donc c'est lui qui a piloté tout ça. C'est lui donc qui a mis en place le plan qui est censé donc dégager de nouvelles recettes donc sur les plans des hospitalités, de la billetterie, du marketing, du sponsoring. Donc c'est un plan qui sur 5 ans avec des objectifs chiffrés pour répondre aux attentes des actionnaires. Et donc concrètement depuis mars pour ce qui est de tout ce qui est billetterie, etc., mais depuis juillet, donc tous les services sont en marche pour développer ce plan. Donc voilà, dans l'une des parties importantes, effectivement, de recréer beaucoup de liens avec différents acteurs de la ville de Bordeaux. Donc c'est le fameux plan RSE, notamment aussi pour recréer beaucoup de liens avec les toutes petites entreprises, pour redynamiser, et avec en filigrane aussi l'envie d'aller à la reconquête d'un public et de le ramener au stade via le contact, via le lien renoué avec ces parties-là. En revanche, au niveau des supporters entre guillemets historiques, le Virage Sud en tout cas, il a des relations compliquées. On le voit depuis le 20 octobre à chaque match à domicile des Girondins. Donc les Ultramarines effectuent une action, que ce soit une grève des encouragements, que ce soit des banderoles, des longues épées d'émission. Alors il y a eu un problème de billetterie du Virage Sud qui a un petit peu mis le feu aux poudres, mais on a l'impression que le mal est peut-être un peu plus profond, Frédéric. Oui, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, c'est il y a un désaccord entre les ultras et la direction sur la stratégie de remplissage du stade. Je dis bien la stratégie de remplissage du stade, pas sur le fait de remplir le stade. Je pense que et j'en suis même sûr, les ultras ne sont pas opposés à ce que le stade soit plein, bien au contraire, mais ils ne sont pas d'accord sur la manière de le remplir, et notamment ils soupçonnent la nouvelle direction de vouloir un peu minimiser, ou de vouloir éparpiller un peu les fans, enfin les supporters dans tout le stade, que ça un peu d'édulcorer, on va dire, le Virage Sud. Ça c'est ce que les ultras soupçonnent. De l'autre côté, il y a une stratégie qui est mise en place en disant, si on veut remplir le stade à Bordeaux, où la base de supporters n'est pas non plus de 42 000 pour chaque match, la stratégie, c'est d'aller chercher d'autres publics que les passionnés, que les aficionados, que sont notamment les ultras, et donc d'aller chercher des gens qui sont pas forcément, dont l'intérêt premier n'est pas forcément le résultat sportif sur le terrain, qui sont pas forcément des fans absolus de foot, mais qui ont envie simplement d'aller passer un bon moment au stade dans une bonne ambiance. Donc il y a deux stratégies, deux mondes assez différents qui se confrontent assez frontalement. Donc voilà où on en est actuellement. Nicolas, vous pensez qu'une sortie de crise rapide est possible sur ce dossier-là, ou ça pourrait durer, peut-être un petit peu pénaliser la saison des Girondins ?
Et les dirigeants donc ont fait un pas en proposant une réunion à laquelle les ultramarides sont favorables à partir du moment où les rencontrent les actionnaires. Aujourd'hui, la clé entre les mains des actionnaires, quelque part à eux de trancher et de trouver une solution pour sortir de cette crise. Cette réunion-là sera intéressante à suivre pour savoir un peu ce qui va en sortir et si les actionnaires réussissent à se sortir de cette crise. Oui, en fait, donc la direction a proposé une réunion avec les actionnaires, mais les ultras ne veulent pas que Frédéric Longuepé participe à cette réunion en tant que président, tant qu'il occupe le poste de président délégué. Donc là, il y a un problème effectivement, il y a un blocage sur la personne de Frédéric Longuepé. Voilà. Après, la décision va aussi appartenir aux actionnaires. Maintenant, c'est eux qui vont décider de quel dialogue ils veulent ouvrir avec les ultras ou pas. Ce sont eux les propriétaires du club, ce sont eux qui vont décider de la stratégie avec les ultras. Jusqu'ici, ils ont, par un simple tweet, à donner leur soutien public à Frédéric Longuepé. Pour l'instant, leur communication n'a pas été au-delà de ça sur ce dossier, qui est forcément délicat, puisqu'en renforçant en Frédéric Longuepé, ils savent qu'ils attisent la colère des ultras. Mais aujourd'hui, Frédéric Longuepé, c'est eux qui l'ont mis en place. Il a lancé un plan qu'eux-mêmes ont validé. Donc voilà, mais après derrière, ça cache aussi effectivement des divergences dans la stratégie entre GACP et King Street à certains niveaux. Donc c'est un problème qui est derrière beaucoup plus complexe. Et pendant ce temps, il y a donc une saison qui se déroule. Ça se passe plutôt bien pour les Girondins. Alors, Paulo Sousa est arrivé en tant qu'entraîneur des Girondins en mars dernier. Eduardo Macia, lui, est arrivé à la direction du football. On a l'impression que le duo fonctionne bien. C'est un petit peu la clé de la réussite de la saison des Girondins, malgré des moyens assez limités. Je crois que la clé de la réussite sportive, c'est d'abord que ce que met en place Paulo Sousa, c'est la première chose que... Il est arrivé avec des idées de jeu et des convictions assez précises. C'était pas évident et il a réussi à faire adhérer l'effectif, à mettre tout le monde au travail, à mettre un cadre et ça s'est validé par des résultats sur le terrain. Donc aujourd'hui, ce qui marche d'abord, c'est effectivement Paulo Sousa et son staff, parce qu'il arrive aussi avec un staff large, qui sont arrivés avec des idées, des convictions de jeu. Ils ont réussi à faire adhérer les joueurs. Ils arrivent à attirer le maximum de ces joueurs, et c'est la première chose. Ensuite, Eduardo Macia, lui, est arrivé, Eduardo Macia, qui a choisi Paulo Sousa, parce que c'est lui qui a donné le nom de Paulo Sousa, est arrivé donc pour gérer la restructuration sportive au sens large du club, parce qu'après, il y a encore autre chose, il y a toute la partie formation, etc., qui est encore, on est vraiment sur l'équipe première. Mais au niveau de l'équipe première, donc Eduardo Macia a mis en place, lui, une cellule de recrutement qui a commencé à travailler sur le dernier mercato d'été, mais dont le premier vrai mercato sera le prochain, celui d'hiver. Mais donc a commencé à mettre de la place, à essayer de trouver par rapport au profil de joueurs qu'attendait Paulo Sousa et les moyens, donc trouver des profils de joueurs qui correspondaient à ce qu'attendait Paulo Sousa. Donc sont arrivés les joueurs qu'on a vus avec en gros coup donc Laurent Koscielny qui avait été préparé en amont, puisqu'il avait sondé dès le départ, dès le mois d'avril. Ils avaient commencé à travailler sur le dossier, plus des joueurs finalement assez méconnus, mais finalement qui rentrent assez bien, qui n'apportent pas une plus-value exceptionnelle à l'équipe, mais qui rentrent bien dans le cadre, dans l'esprit collectif et dans le cadre que veut mettre Paulo Sousa. Et donc ils arrivent à mettre tout ça en musique, et donc ça fonctionne bien. Maintenant, c'est les prochains mercato qui dira comment on peut améliorer cette équipe, si le club a les idées et les moyens pour réussir à continuer à améliorer cette équipe. Mais la base, en tout cas, qui a été mise en place avec un esprit collectif vraiment fort, c'est ce que répète aussi Paulo Sousa, a été réussi pour l'instant. Moi, après, ce qu'on peut noter, qui est intéressant, c'est que Paulo Sousa a eu le temps de mettre en place ce cadre-là, puisque le football, on a la mémoire courte dans le football, mais souvenir que Paulo Sousa a commencé par beaucoup plus de défaites que de victoires, mais que la direction sportive a tenu le choc, notamment Eduardo Macia et la direction du club, pour laisser le temps. Donc il y avait quand même une vision à long terme, ce qui n'est pas toujours le cas dans le foot. Disons il a quand même eu le temps. Il a eu plus de 6 mois depuis le mois de mars. C'était clairement dit dès son arrivée. Là-dessus, ça met au crédit. Dès son arrivée, ça a été clairement dit que, forcément pas au point de dire on va balancer la saison, pour parler un peu vulgairement, mais dire les mois, parce que quand il est arrivé, le maintien était quasiment acquis, sauf catastrophe. Donc arriver en disant
vous avez 4 mois pour préparer la saison d'avant, faire une revue d'effectifs, savoir les joueurs que vous voulez garder, savoir. Donc il a jamais eu vraiment l'épée de Damoclès sur la fin de saison dernière. Où il avait l'épée éventuellement de Damoclès, c'est si le début de saison s'était mal passé, où là forcément on lui avait donné 4 mois pour mettre en place ce qu'il voulait. Donc si jamais les premiers résultats avaient été mauvais, ajoutés effectivement aux résultats qui n'avaient pas été bons en fin de saison dernière et au temps qu'on lui avait laissé, peut-être que là il y aurait eu, mais il n'y a jamais eu vraie tension à part la semaine finalement après la défaite à Angers de la première journée, parce que le match a vraiment été mauvais, et là où effectivement il y a eu des questions, et voilà, c'est le seul moment où il y a eu une vraie tension autour de Paulo Sousa, plus de l'opinion publique qu'en interne, où il a toujours plus ou moins fait l'unanimité, parce que ce sont Hugo Varela et Eduardo Macia, les décideurs sportifs, qui l'ont choisi, et donc il a jamais été vraiment dans un climat tendu en interne. En externe, oui, après ce fameux match d'Angers, mais c'était clairement acquis qu'on allait lui laisser le temps pour mettre en place ses idées. Après voilà, il fallait que ces idées fonctionnent sur ce début de saison, parce que ça n'aurait pas fonctionné là forcément, les questions auront posé, et il est clair que ça fonctionne avec des idées de jeu qui sont assez attrayantes, puisque c'est d'avoir de la possession, c'est de créer, c'est d'être actif dans le jeu, c'est d'aller presser, de savoir où vous allez récupérer le ballon, avec des choses assez précises tactiquement, avec des principes de base, mais des choses assez précises tactiquement, avec une évolution selon les matchs. Et le match contre Monaco est assez intéressant à ce niveau-là, puisqu'il a su garder son système tout en s'adaptant finalement sans coulissage défensif à ce que proposait Monaco. Donc c'est vraiment intéressant, et comme c'est validé par les résultats, alors il y a eu certains matchs on peut dire qu'ils étaient un peu heureux et ça s'est pas joué à grand chose, mais en tout cas c'est validé par les résultats, avec un effectif sans grande star et sans, à part Laurent Colciani peut-être, mais sans joueurs qui font la différence. Donc c'est pour l'instant c'est une vraie réussite. Maintenant la question c'est, ils sont 4e, est-ce qu'ils sont capables de rester à ce niveau-là, et est-ce que le club peut apporter de la plus-value à cet effectif pour que les Girondins redeviennent une vraie équipe européenne, ce qu'aujourd'hui ils ne sont pas. Oui, c'est tout à fait, mais bon, comme je disais, c'est quand même déjà d'avoir 4 mois pour installer son projet de jeu, c'est quand même un luxe, et c'est très bien comme ça, qu'il y ait eu de la continuité. Après, il faut relativiser par l'homogénéité de la Ligue 1. Il suffit une petite période de mou, de 2-3 mauvais résultats, et vous retombez 12e ou 13e. Et inversement, une petite enflammade de 3 victoires et vous êtes 2e ou 3e. Donc voilà, ça reste sur un équilibre, mais on sent quand même que ce que disait Nicolas, que ces principes-là sont acquis, que les joueurs peuvent changer, que les principes restent, ce qui est quand même intéressant, et qu'il y a un vrai travail pour l'instant de valorisation de l'effectif effectué par Paulo Sousa, qui à mon avis surperforme par rapport à la valeur de son effectif pour l'instant. Donc voilà, après la question c'est, est-ce que ça peut durer, est-ce que cette exigence, c'est quand même un jeu qui est exigeant, qui demande une adhésion forte, est-ce que ça va perdurer, est-ce que le mercato de janvier va pas un peu perturber certains joueurs comme ils avaient été perturbés lors des mercato précédents, est-ce que le club va effectivement encourager le travail de Paulo Sousa en lui recrutant un joueur plus qui peut faire la différence. Voilà, c'est les questions qu'on se pose, mais moi je trouve que ce Paulo Sousa mériterait effectivement d'avoir un ou deux joueurs de qualité supérieure pour valider et encore passer une étape supérieure à ce qu'il veut mettre en place. Justement, ces joueurs, il les voulait déjà cet été. On parlait notamment d'un milieu supplémentaire et d'un joueur offensif qui ne sont pas donc arrivés. Mais alors, il y a eu Youssef Aïd Benasser qui est arrivé, mais il espérait encore un milieu plus récupérateur en doublure d'Otavio, donc qui est pas arrivé. Donc, un buteur non plus qui n'a pas été recruté. Doublure, pas vraiment doublure. Il espérait un joueur même au-dessus d'Otavio. Oui. Il espérait avoir une pointure à ce niveau-là. Et puis, Otavio, finalement, fait très bien l'affaire. Est-ce que vous pensez que il va à nouveau les demander en janvier? Est-ce qu'il va les obtenir, surtout au mois de janvier, Nicolas? Le discours d'Eduardo Macia lors de la conférence de presse de présentation de Youssef Aïd Benasser, donc en septembre, était de dire que le club était déjà déterminé à recruter un joueur offensif. Alors à l'époque, il avait dit que le
le profil de ce joueur offensif n'était pas encore déterminé et que ça serait cette première partie de saison qui le déterminerait si c'était un avançant pur, un joueur plus meneur, passeur, etc. Sur les dernières conférences de presse de Paulo Sousa, il se dégage que lui souhaiterait plus un vrai avant-centre pur. Donc c'est le souhait de la direction sportive. Après, il y a la réalité financière, où là, c'est les actionnaires qui ont forcément le deal entre les mains. C'est quels moyens vont avoir les Girondins pour aller chercher ce joueur. Est-ce qu'ils sont capables de mettre 10 millions d'euros sur un seul joueur, ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce qu'il va falloir faire un coup? Est-ce qu'ils vont décider de miser sur un jeune à fort potentiel? C'est effectivement la question qui se pose aujourd'hui. Oui, c'est une vraie question essentielle de stratégie et aussi de moyens financiers. Parce que l'objectif des Girondins, c'est d'arriver à l'équilibre financier. Pour l'instant, on en est loin, puisque la balance des ventes l'été dernier était largement supérieure à celle... Enfin, le produit des ventes était largement supérieur à celui des achats. Je ne me trompe pas, c'était 25 millions d'écart entre les deux. 27. Ouais, 27 millions entre les deux. Donc, est-ce que les Girondins, en janvier, auront la capacité à investir sans vendre? Voilà, c'est ça la question. Le modèle aujourd'hui, le club, et c'est le même cas à Lille, c'est qu'aujourd'hui le club est obligé de vendre pour être à l'équilibre et pour rentrer dans les clous de ce que va lui demander la DNCG. Donc ça c'est une obligation, ils devront vendre de toute façon, donc sans doute dès le mois de janvier. Donc voilà, en sachant que c'est un peu le même cas à Lille, que quelque part tous les joueurs sont en vente, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont plus le profil parce qu'ils arrivent en fin de cycle, où ils sont moins utilisés et ils ont une certaine valeur marchande. Donc on pense pour le mercato d'hiver à François Camano, à Youssouf Sabali et éventuellement à Pablo, qui sont des joueurs qui peuvent avoir une cote sur le marché, auquel par rapport à leur situation contractuelle ça peut être le bon moment de le vendre et finalement ou sportivement on peut se dire on va pouvoir faire sans eux, mais après l'ensemble de l'effectif est à vendre, c'est à dire que si quelqu'un arrive avec une très grosse offre sur Wang qui a été acheté 2 millions cet été, le club va peut-être pas dire non, donc voilà, c'est obligatoire pour le club, ça fait partie de l'obligation économique du club, donc forcément l'enveloppe d'achat dépendra aussi de la capacité du club à vendre. La question c'est est-ce que l'argent d'une éventuelle vente sera réinvesti dans un achat, parce que jusqu'à présent entièrement, voilà, c'est ça. Entièrement, difficilement. C'est ce que faisait en gros M6 pendant longtemps, c'est-à-dire que quand ils vendaient un joueur, ils réinvestissaient sur un ou plusieurs joueurs. Là, est-ce que s'ils vendent, je sais pas, Pablo, Camano ou Sabali ou deux des trois ou les trois, est-ce que de cette enveloppe-là, qu'est-ce qu'ils vont garder, qu'est-ce qu'ils vont réinvestir? Après, c'est toute la clé aussi effectivement des discussions entre les deux actionnaires. C'est à dire qu'on a un actionnaire donc majoritaire qui quelque part en caricaturant, mais a fait plus un placement financier en apportant de l'achat du club, AGACP, qui lui a dit vous allez voir, nous on va vous développer le club et vous allez le revendre plus cher, vous allez en plus des dividendes qu'ils récupèrent tous les ans, parce qu'ils doivent avoir des dividendes tous les ans à King Street, en plus vous allez pouvoir le revendre plus cher plus tard. Eux, on leur a proposé ça, on a dit ok, moi ça me semble, on vous donne l'argent, on vous fait confiance. Après ils ont un droit de veto par rapport à ça, et s'ils voient que les comptes du club sont pas exactement le business plan qu'on leur avait proposé, eux ils peuvent se dire oui, on va pas continuer à prendre des risques, à dépenser de l'argent quelque part à crédit, en disant peut-être qu'on récupérera plus tard plus, mais c'est pas évident. Donc après c'est ce curseur risque finalement à prendre, sachant que c'est de l'argent en plus emprunté qui peut être investi. Donc voilà, c'est là le nœud des discussions finalement entre les deux actionnaires, c'est savoir où placer le curseur risque dans l'investissement pour ne pas risquer de mettre en péril le club et puis pour le cas de King Street leur investissement de départ. Mais là on revient à la question du début, c'est la différence de fonctionnement entre M6 et les années M6 et maintenant. Là on le touche vraiment, c'est-à-dire que King Street fait un placement d'actionnaire, fait un placement et après à la limite rendez-vous dans 5 ans et si on revend le club ou tous les ans pour prendre les dividendes, mais à la limite le club c'est plus presque, là je caricature vraiment, mais c'est presque plus leur problème, alors qu'à l'époque de M6 était vraiment
plus engagés, plus concernés, par Nicolas de Taverne notamment. C'est leur problème dans le sens où ils peuvent être inquiets de devenir de leur investissement, ce qui aujourd'hui est le cas. C'est aujourd'hui ils s'interrogent pour savoir quelle est la meilleure stratégie pour que effectivement pour qu'ils se retrouvent. C'est leur problème dans la limite du plan qui a été fixé au départ, c'est-à-dire on investit et on touche des dividendes parce que c'est un placement. Donc comme tout placement financier, quand on place de l'argent, on a envie comme n'importe qui de récupérer des dividendes ou des intérêts. Maintenant la question c'est de savoir dans quelle mesure GACP va réussir à convaincre King Street de la nécessité d'investir un peu d'argent pour dire on a besoin de ce petit coup de pouce pour passer un cap sportif, et vous verrez ce petit coup de pouce va nous aider, et en passant ce cap sportif, en se qualifiant peut-être pour une Ligue Europa, voire on rêve une troisième Ligue des Champions, mais voilà, ça va nous faire basculer, et financièrement vous allez vraiment vous y retrouver. Voilà, c'est ça qui se joue maintenant. Sachant que c'est même pas de temps en termes d'investissement supplémentaire de King Street, parce que King Street n'a pas vocation à apporter de l'argent supplémentaire, c'est juste d'investir de l'argent de prêt, donc d'emprunt. Oui, mais de garantir l'investissement. Et d'argent prêté, et prendre plus de risques, effectivement, de mettre le club en difficulté si jamais mais c'est ce que faisait M6, il garantissait l'investissement. M6 disait allez-y, vous mettez de l'argent, mais nous on est derrière. Il disait à la DNCG, mais écoutez, M6 il faisait quand même la caution derrière à la DNCG. Donc s'il y avait un problème, ils étaient là pour garantir. Bon, maintenant effectivement là c'est plus sur un système de crédit et de ligne de crédit, quoi. Aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, King Street n'est pas garant comme les TM6 des investissements. Aujourd'hui, c'est le club qui est par rapport au prêteur, donc il y a un troisième fonds d'inversion qui est Fortress, c'est le club qui finalement, si jamais le club ne pouvait pas rembourser les dettes à Fortress, puisque c'est le club qui est endetté à Fortress, et Fortress récupérait le club. Donc c'est le club qui est la garantie quelque part pour Fortress. Quoi. Tout à fait, c'est ce que je dis, c'est vraiment la vraie différence avec M6, c'est ça, c'est que M6 pouvait garantir au jour le jour en disant mais écoutez, allez-y, on est là, quoi, on sera là de toute façon. Et bon, là, ce n'est plus le cas puisqu'il y a un accord entre King Street et GACP qui est différent. Tout à fait. Les relations ne sont pas les mêmes. Pour symboliser, avant, quand les dirigeants arrivaient devant la DNCG, même s'ils étaient à moins 40 millions d'euros, ils avaient une lettre de confort de M6 à présenter à la DNCG en disant de toute façon M6 va couvrir le déficit. Donc quelque part, ils y allaient pour la forme parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la DNCG, ils ont personne qui leur donne une lettre en disant s'il y a moins 40 millions, on va mettre 40 millions pour boucher le trou. Donc c'est aux dirigeants d'arriver avec un plan pour dire à la DNCG non, notre plan est viable parce qu'on va avoir ça en plus de recettes, que nos dépenses vont être comme ça et qu'on va vendre 30 millions de joueurs pour 10 millions d'achats, donc on va être à plus 20 millions en fin de saison, ce qui va nous permettre de boucher le trou et de continuer sans souci. Donc c'est ça la vraie différence entre les deux époques. Et c'est ce qui s'est passé récemment à la DNCG. Exactement, ils sont passés il y a une semaine, donc et il n'y a pas eu de mesure, c'est-à-dire que cette réunion à la DNCG, c'était un point d'étape pour vérifier que la DNCG vérifie que le plan qui a été présenté en juin était bien suivi. Parce que donc en juin il y avait un fort déficit, donc les dirigeants avaient promis que notamment grâce aux ventes du mercato, ça permettrait de, si ce n'est combler, en tout cas le mettre dans des proportions pas dangereuses pour le club, ce qu'ils ont fait. Donc le DNCG voulait vérifier ça, et à la fois de donner les perspectives pour la fin de saison, donc à la fois quel serait le déficit structurel, et voilà, dire comment le club comptait se faire pour affronter ce déficit. J'ai pas l'information de ce qu'ils ont présenté exactement, mais en tout cas la DNCG a jugé que ce qu'on leur proposait en tout cas était tout à fait tenable, et voilà. Donc maintenant le prochain rendez-vous est en juin pour savoir de la même façon où seront les comptes en juin, qu'est-ce qu'aura fait le club pour boucher ce déficit structurel et rester dans les clous, quoi. Après c'est les limites de la DNCG, et la DNCG juge selon les pièces qu'on leur a, les documents qu'on lui, voilà, c'est pour les prochains mois. La DNCG ne peut pas dire actuellement, non, ce que vous nous proposez dans plusieurs mois, ce n'est pas viable, enfin, sauf s'il y a vraiment des incohérences. Mais bon, pour l'instant, la DNCG, ils constatent, ils peuvent pas, sauf en juin, la prochaine étape, si le club a encore un fort déficit
et que le club n'arrive pas à le combler avec la vente des joueurs, et là, c'est là que la DNCG va dire attention, vous sortez des clous, donc, parce que dans DNCG, il y a une fonction de prévention et aussi de protection des clubs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le club fasse n'importe quoi, et donc les mesures d'encadrement de la masse salariale, c'est ça, on dit attention, vous engagez beaucoup d'argent que vous n'avez pas, et c'est très risqué. Donc en encadrant la masse salariale ou en refusant d'homologuer des contrats, c'est un garde-fou. Lille, par exemple, avait eu des mesures dans ce sens lorsqu'ils étaient je crois que c'était 140 millions d'euros à l'époque, pour pouvoir un petit peu justement être mis sous protection par la DNCG. Et ça s'est bien arrangé puisqu'ils sont également passés il y a quelques jours Lille, et comme pour Bordeaux, il n'y a pas eu de sanctions. Ouais, alors pour en arriver là, ils ont dû quand même recapitaliser, donc il y a eu l'apport de nouveaux fonds et ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Oui, donc c'est quand même pour eux ça a été deux moments, déjà parce que la recapitalisation a sauvé le club, et ensuite parce que elle a fait forcément la qualification en Ligue des Champions donne de l'air, ce qui serait le cas des Girondins si dans un cas exceptionnel, parce que ça serait vraiment exceptionnel, et aujourd'hui il est beaucoup trop tôt pour en parler, mais s'ils se qualifiaient pour la Ligue des Champions la saison prochaine, forcément la vision de l'avenir serait complètement changée, et la vision de la saison prochaine c'est 50 millions voilà, la Ligue des Champions. Donc, en gros aujourd'hui le club a budgété une 8e place. Donc si elle se qualifie déjà si elle finissait 4ème et que se qualifie en Ligue Europa, ça ferait un plus de 10-15 millions qui serait quand même intéressant par rapport à la saison prochaine, forcément, parce que s'il y a un déficit de 30 ou de 40, ça fait ça de moins à trouver quelque part sur le marché des transferts, et si jamais il se qualifie pour la Ligue des Champions, là on parle de sommes qui sont autour de 40 millions d'euros, donc là ça veut dire que déjà votre déficit pour la saison prochaine il est résolvé. Donc voilà. Très bien. Juste un petit mot pour finir, on l'a évoqué rapidement, mais il n'y a pas que l'équipe pro, il y a aussi donc le centre de formation, l'équipe féminine, qui sont aussi améliorés, on va dire, par la nouvelle direction. Il y a beaucoup de moyens qui ont été mis pour essayer d'améliorer tout ça, même si pour ce qui est des jeunes, on voit que l'équipe réserve souffre en National 3, mais bon, c'est peut-être aussi les féminines, c'est-à-dire qu'il y avait un plan qui a été mis en place lors des dernières années, et que le nouveau propriétaire a décidé d'abonder en force, puisque le budget a été doublé, donc qui a permis de recrutement d'international, qui a permis de renforcer l'équipe, donc de continuer finalement la croissance de cette section et de l'équipe féminine. Donc voilà, parce que c'est aussi un secteur en développement en termes de sponsoring, en termes bientôt d'indemnité de transfert, parce que de plus en plus de joueuses, les gros clubs étrangers s'y mettent, de plus en plus de joueuses ont des contrats longs, donc ils risquent bientôt d'avoir un système d'indemnité de transfert qui va commencer à apparaître aussi chez les féminines. Donc c'est aussi une partie économique, en plus d'être une partie sportive intéressante. Après, au niveau des jeunes, il y a eu effectivement une vaste restructuration avec l'arrivée d'un nouveau directeur technique, de coordinateurs techniques, de nouveaux coordinateurs techniques, le changement des éducateurs. Donc là, il y a eu une vaste... donc pour dire si c'est réussi ou si c'est mieux ou moins bien qu'avant, on attendra quand même de voir comment ça va se passer, comment ça va se mettre en route. En tout cas, tous les staffs ont été renforcés. Il y a eu un vrai effort de fait, qui correspond aussi à un effort financier. Parce que ça, par contre, il y a eu un vrai investissement de fait sur l'encadrement au sens large. C'est-à-dire que même dans l'administration, etc., c'est-à-dire qu'il y a la masse salariale a augmenté, il y a plus de monde. Donc voilà, donc après les prochaines années diront si ça permet de sortir plus de joueurs et voilà, in fine de renforcer l'équipe première et in fine après d'alimenter les caisses du club par des ventes. Eh bien, donc nous verrons ça, nous suivrons ça et nous en reparlerons bien sûr dans les prochains numéros. Merci Nicolas et merci Frédéric d'avoir été avec nous. Et puis merci à vous de nous avoir suivis en espérant que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à partager, à noter cet épisode et les précédents que vous pouvez bien sûr retrouver sur notre site et sur les différentes plateformes Pipa, iTunes, Google Podcast, YouTube ou encore Spotify. Ciao ciao.